Alors le coup de sens, comme le terme l'indique, c'est un moment d'énervement, un agacement profond, une réaction profonde. C'est un terme humain, je l'ai volontairement utilisé pour la réaction de la planète qui a une espèce de ras-le-bol de ce qu'on lui fait subir, de ce qu'on lui a fait subir au cours des siècles. Donc c'est pour ça que je voulais pas le représenter graphiquement, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt de montrer des destructions, je trouvais que c'était pas beau, que la planète, si elle faisait un coup de sang, je pense qu'elle le ferait différemment, avec plus d'élégance. Donc moi je voulais pas me placer sur ce terrain-là, je me place sur un terrain de sensibilité du vivant. Donc la planète vivante un peu comme un animal se secourait le dos pour se débarrasser de certaines puces, là, peut-être qu'elle fait ça pour se débarrasser de certaines gênes que l'homme lui a occasionnées. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un prologue qui est assez sobre. Et on va suivre, et c'est là qu'on entre dans une logique un peu de western, on va suivre un certain nombre de personnages qui va être confrontés à quelque chose, à une espèce d'épreuve que la planète elle-même, on ne le sait pas, mais la planète elle-même va soumettre à ces gens. Et cette épreuve, c'est tout simplement, ils se trouvent plongés de manière aberrante, absurde, dans Roméo et Juliette. Ils deviennent les protagonistes de ce drame que tout le monde connaît, bien sûr. Et la Terre aussi, d'une certaine manière, garde, comme dans un disque dur, des éléments du passé. Donc la seule chose qui reste du passé, c'est la culture. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Un seul des personnages se rend compte déjà de cette coïncidence patronymique. Il se dit, c'est quand même très bizarre. Le jeune, là, il s'appelle Rome, ça ressemble à Roméo. L'autre, il s'appelle Mercte, ça ressemble à Mercutio. Et un troisième s'appelle Tibes, ça ressemble à Tybalt. Il dit à un moment donné, il ne manquerait plus qu'une Juliette. Et puis on lui présente une fille, on dit, c'est Julia. Et à ce moment-là, il ne se rend pas compte que lui-même, il s'appelle Lawrence et qu'il est frère Laurent. Donc c'est à ce moment-là, quand ça commence et puis qu'il commence à avoir des mots de Shakespeare qui lui viennent comme ça dans la tête, qu'il prononce. Et à ce moment-là, il se dit, il faut vite que j'agisse. Alors je ne raconte pas dans quelles circonstances ça se passe, mais en tout cas, lorsqu'il prend conscience de ça, il est déjà trop tard, parce qu'il y a déjà eu le drame. Le drame s'est enclenché avec l'affrontement, l'espèce de rixe un peu stupide, hein, comme dans Roméo et Juliette, les trois jeunes, Roméo, Tybalt et Mercutio, s'affrontent pour rien du tout, quoi, des trucs qui arrivent aujourd'hui dans les banlieues, dans le métro parisien, de regards qui se croisent et tout d'un coup ça pète, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'il y a cette rixe et il y a deux morts. C'est dramatique, il y a deux morts. Donc Roméo, qui entre-temps a croisé le regard de Julia et qui a eu le coup de foudre a eu lieu entre les deux. Donc l'histoire est enclenchée. À ce moment-là, le personnage de Lawrence se dit, il faut absolument que j'empêche que le drame arrive à la fin. Donc le but, c'est d'empêcher que Juliette et Roméo meurent. Parce que c'est lui qui sous-tend, il s'adresse en même temps au lecteur, il dit des choses qui lui paraissent énormes quand il dit, par exemple, que le sol tangue sous ses roues, par exemple, les nuages sont organiques et qu'ils échangent avec le sable du désert, et qu'ils échangent des mots. Ces mots, c'est un microclimat où les nuages échangent des mots en une langue qui serait du Shakespeare, par exemple. Quand il dit ça, c'est absurde, mais en même temps, c'est la vérité. Donc il dit qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Je pense qu'il n'est pas fou. Pour moi, il n'est pas fou. Mais c'est une manière de... Il est à ce moment-là, il est le lecteur qui va se dire c'est complètement absurde cette idée-là. Mais il n'est pas fou, parce que c'est la vérité en fin de compte. Alors effectivement, il est aumônier militaire, mais multiconfessionnel, généraliste, c'est-à-dire qu'il peut, sur un champ de bataille déjà, alors tout ça est très comment dire, c'est un peu tordu comme idée, forcément. J'aime bien les idées tordues parce il est aumônier, homme de Dieu, mais il représente les trois monothéismes et en même temps, il a affaire aux armes, il a affaire à la guerre, à la mort. Je préfère que le passé ne soit évoqué que par des traces symboliques comme ça, plutôt que par des mots et par des choses, des choses pointées et précises. Donc voilà. Alors l'histoire est très épurée, c'est très simple. Je crois que c'est vraiment une façon d'adapter cette histoire universelle que tout le monde connaît. Mais en même temps,
c'est autre chose que de l'adapter, c'est la détourner. Je me suis permis de la détourner. Shakespeare n'étant plus là, il me dira plus rien. Ah, Shakespeare, c'était une évidence. Je me suis dit, voilà, une histoire d'amour. Shakespeare tout de suite, et puis surtout avec l'idée de la fin. Je change la fin. Voilà, c'était parfait. Si je lance une histoire d'amour, ça veut dire que si elle se termine bien, ça veut dire simplement que tout repart. Enfin, l'Eldorado est possible, la recherche d'une nouvelle société, d'une constitution de nouvelles sociétés, ça fonctionne. Et puis, ne serait-ce que pour le moral des survivants, c'est quand même bon qu'une histoire d'amour se finisse bien. S'il finit mal, c'est même pas la peine d'essayer de survivre. Dans le désert, en plus, là, c'est pas forcément évident. Donc, non, c'était un... En plus, il y a un côté très ludique, jubilatoire à fabriquer, à jouer d'un mythe et à le transformer, à essayer de le... Bon, j'ai créé le suspense final, mais je pense qu'on se doute bien que d'une certaine manière, ils vont s'en sortir. Enfin, Roméo et Juliette, en fin de compte, le pitch est assez simple. Hein. À l'époque de Shakespeare, on ne devait pas dire pitch, mais en tout cas, c'est assez simple. C'est un coup de foudre de jeunes qui appartiennent à des familles que tout oppose, enchaînement de drames qui va finir jusqu'à la mort des deux amants. L'amour impossible. Voilà, c'est ça le pitch. C'est assez simple. Sauf que dans Shakespeare, ça devient complexe, c'est riche et enrichi par la profusion de personnages, par le fait qu'il y a ces deux familles. On ne sait même pas ce qui les oppose, mais en tout cas, on sent qu'ils sont vraiment ennemis de manière presque naturelle. Et donc, moi, ce qu'il fallait que je fasse avant tout, c'était un travail de dégraissage. Et en arrivant à cette épure, il fallait forcément que je recompose la famille. Il ne pouvait pas y avoir deux familles, puisque c'est des étrangers. Ils sont tous étrangers les uns pour les autres quand ils se rencontrent. Les deux groupes sont étrangers. Donc, ce qu'il fallait, c'est que le coup de foudre, il est facile entre deux étrangers. Donc, Juliette et Roméo, le coup de foudre, il fonctionne. Par contre, pour que Juliette puisse partir, parce que moi, je savais qu'elle survivrait, évidemment, pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle n'ait pas d'attache trop solide avec le reste de sa famille. Sinon, ça serait impossible. Donc, il a fallu créer des choses, par exemple un problème avec son père. Sa mère n'est pas vraiment sa mère, parce que c'est une famille recomposée. Et Tib n'est pas son frère, c'est son demi-frère. Donc voilà, il y avait tous les ingrédients pour fragiliser les relations entre ces personnages. Et donc en même temps pour simplifier la situation. Enfin bon, bref, je ne vais pas raconter l'histoire, mais bon, de toute façon, je pense que la plupart des gens connaissent, même parce qu'il y a eu des films, il y a eu des adaptations de cinéma, dont il n'y a pas si longtemps que ça, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle de Roméo. Et puis il y en a une autre de Zeffirelli dans les années 75-80. C'est déjà plus ancien. Enfin bon, bref, voilà, c'est le mythe qui est revisité simplement. Ce qui permet, pourquoi je prends un papier teinté, c'est parce que l'idée c'est de dessiner, c'est de faire du dessin pur et de ne pas faire de peinture de couleur, comme je l'avais fait dans tous mes autres travaux précédemment. Donc il faut une base qui soit teintée et qui reçoive évidemment le noir, ça c'est une évidence. Le noir est très important parce que c'est le trait, c'est le dessin. Le noir, les masses, les volumes, etc. Mais il faut aussi un papier teinté pour recevoir le blanc, qui est la couleur du réau. C'est une technique du réau, donc le blanc, ça donne le sentiment de brillance, de volume. Je sais pas, sur une pommette, un peu de blanc comme ça donne ce sentiment de volume. Et puis, en plus, je peux rajouter un peu de bleu ou un peu de rouge. Voilà, c'est les trois seules couleurs qui sont des pastels que j'utilise là-dessus. Donc, bleu-gris pour l'élément eau, dans Animals, et pour la terre et le désert, je choisis un papier ocre. Donc j'ai choisi une couleur bien précise de papier, et ensuite c'est le reste, c'est le travail du dessin. C'est une nouvelle façon de dessiner, c'est en réaction précisément à une longue période de peinture, de tout le cycle du monstre, la trilogie Nicopole, tout ça, ça avait été fait en bleu sang, tout ça, ça avait été fait en couleur directe, en peinture. Pratiquement depuis Partie de chasse, depuis La Force des Mortels, depuis très longtemps. Je travaille, alors mon style évolue, a changé, etc. Mais c'était quand même de la couleur directe, avec toutes les couleurs à ma disposition. Et donc, après, j'avais besoin de quelque chose d'allégé, d'un peu déconnecté de toutes mes thématiques d'avant. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis attelé à cette histoire de l'après quelque chose, donc de reconstruction, parce que justement, tout ce qui était politique, géopolitique, obscurantiste, etc., tout ce qui était lourd, un peu le reflet de notre monde, tout ça, je l'avais traité précédemment. Donc c'était un besoin de changement,
de tout, un peu de thématiques, d'outils, de légèreté. Alors évidemment, on va me dire, c'est pas très léger vos histoires. Mais bon, moi je m'amuse beaucoup. Bah, moi je vois évidemment les évolutions techniques, je les reconnais. En plus, c'est marrant, dans des dédicaces comme ça, encore aujourd'hui, il y a eu, c'était pas mal tourné sur la nouveauté ou sur des albums récents, mais très souvent je vois ressortir dans une séance de dédicace un de mes tout premiers albums. Effectivement, quand je vois La Croisière des Oubliés, ça me fait bizarre, quoi. Graphiquement, j'ai un petit peu de mal. Un jour, j'étais très déprimé parce que quelqu'un m'a dit: j'adore ce que vous faites. Alors je lui dis: bah merci. Il me dit: j'adore, mais votre dessin est sublime. Mais surtout, il y a un album qui, alors là, c'est magnifique, c'est La Croisière des Oubliés. Ah, je lui dis: mais attendez, vous êtes en train de dire que tout ce que j'ai fait après est moins bien que La Croisière des Oubliés? Et voilà, non, mais c'est assez drôle. Mais moi, donc, je vois ce cheminement. Alors, ça, c'est un regard technique. Moi, je sais dans quelles conditions c'est arrivé. Voilà, et c'est une maturation lente qui est en fin de compte le reflet aussi d'une liberté. Alors, c'est une chance énorme, parce que j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai pu évoluer, que les éditeurs m'ont fait confiance, les lecteurs aussi. C'est grâce aux lecteurs que, évidemment, le succès se fait. Mais en plus, j'ai jamais fait de choses en fonction des lecteurs. Donc, certains me le pardonnent pas, et naturellement, certains regrettent des périodes où je faisais des choses plus classiques, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est, si je devais moi-même définir mon parcours, je dirais que c'est un parcours qui est très libre. Voilà, c'est une chance énorme d'avoir cette liberté. Chaque dessinateur, chaque peintre a son style à un moment. Et donc, la part, effectivement, d'expérience transversales et qui sont pas seulement alors cinéma, mais cinéma déjà c'est beaucoup, est énorme. Cette part est énorme parce que c'est vrai que de faire un film, c'est d'abord une rupture temporelle. On abandonne ses crayons, ses pinceaux, et on se confronte à autre chose. Mais on se confronte de toute façon à la même matière, ce qui est celle de la fiction, de la narration. Mais il y a des sujets. Moi, j'ai un sujet, par exemple, je peux pas vous le raconter parce qu'il est précisément très visuel. Et donc c'est vraiment un sujet. Alors, quand c'est très visuel, c'est forcément cinématographique. Pourquoi? Parce que simplement le mouvement fait qu'on peut dire plus de choses que dans la bande dessinée. La bande dessinée est handicapée dans des histoires de mouvement. Mais un même sujet peut à la fois donner un film et une bande dessinée. Mais simplement, c'est la manière de l'écrire qui change. Merci à vous. Merci à vous. Oui.